Bonjour Jean-Claude Mézières. Avec vous, c'est tout un pan de l'histoire de la bande dessinée moderne qu'on feuillette avec tellement de bonheur. Un grand morceau, vous dites. Évidemment, c'est Valérian. C'est traduit dans une vingtaine de langues dans le monde. Mais c'est surtout toute une vie, j'allais presque dire toute une passion qui vous a conduit là. Non, mais c'est à peu près le seul métier que j'ai fait. C'est que j'ai toujours dessiné. Et j'ai très jeune gagné un petit peu de sous en faisant des petites publications à l'âge de 14-15 ans, ce qui est quand même été pas mal. Oui, alors avec évidemment Valérian, vous avez inventé le style de la science-fiction. Regardez, ça c'est l'art de Mézières qui est publié chez Dargaud. C'est un magnifique livre qui retrace cette aventure. J'allais dire vraiment, vous commencez tout gamin, vous êtes dans un environnement de création avec vos parents, et puis même vous allez sur le sable, vous faites déjà des petits personnages. Oui, disons que j'aimais ça. Et puis j'ai gagné une montre, un appareil photo, un vélo, premier prix national des concours de sable. Et tout ça, c'était facile, c'était magnifique quand même. Être payé d'un vélo pour faire... Non, c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Oui, j'ai fait carrément un gros bœuf et une petite grenouille sur un uniphare. Mais il y avait quand même un côté destin, parce que Giraud, le fameux Moebius, vous allez le rencontrer à l'école. Oui. C'était une école de dessin. Donc on était tous des postulants dessinateurs, mais il y en avait dans la classe que 2 ou 3 qui faisions de la bande dessinée. Le reste, les gars ne touchaient pas à la bande dessinée, ou ils n'aimaient pas, ou ça se faisait pas, ou ils rêvaient d'être artistes peintres, ce qui était la mauvaise école aussi, parce qu'on apprenait à faire du dessin de tissu ou du dessin de papier peint. Alors mais là, quand vous voyez ce bouquin qui dit « L'art de Mézières », là, vous êtes l'artiste, là. Oui, j'ai freiné très fort quand l'éditeur m'a proposé le titre comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que c'était dans une collection qui commençait à se faire avec Maurice avant moi. Donc, Maurice, Lucky Luke, ça va, je laisse passer. Il y avait Robin, et puis je crois que je suis le 3e. Ouais. Grand prix du Festival d'Angoulême, grand prix pour toute votre œuvre, évidemment, en 1984. Et puis, vous allez travailler au 5e élément de Luc Besson. Vous allez lui inspirer ses taxis volants, entre autres. Ah ben, je lui ai carrément fourni, puisqu'il s'est arrêté. Le projet du film a duré évidemment une première année où on faisait des croquis sur le scénario de Besson. Et moi, je commençais à faire un Valérian avec les cercles du pouvoir, avec les taxis volants. Et alors, évidemment, dans les vues de New York futuristes, je lui ai mis des petits taxis qui se baladent. Et alors Besson a regardé ça, il dit « Mais ils sont bien, ces petits taxis. Dessine-moi un plus gros. » Et puis le film s'arrête, production s'arrête totalement comme en panne, comme d'habitude au cinéma quand il y a des problèmes. Et il part faire Léon à New York. Et Léon avec Jean Reno et mon Dieu, ce soir, la pièce ne veut pas tomber. Nathalie Portman. Les taxis volants, il en a vu beaucoup là-bas. Et moi, j'ai eu le temps, comme le film s'est arrêté, j'ai eu le temps de terminer ma bande dessinée et je lui ai envoyé, avec la couverture où c'est le taxi volant dans la nuit, dans la ville. Et il s'est dit, taxi volant, c'est pas une mauvaise idée. Et il a changé son scénario et il a complètement changé le métier du héros qui, au lieu d'être ouvrier dans une usine de fusées, il est devenu chauffeur de taxi. Oui, absolument incroyable. Et alors, à 14 ans, vous écrivez une lettre à Hergé. C'est vrai? Je lui envoie un petit album dessiné dont on voit la couverture dans le bouquin, avec de 16 pages. Et je crois qu'effectivement, 16 pages, ça l'a beaucoup touché, parce que 16 pages, c'est déjà 2 mois de travail ou un truc comme ça. Et il m'a dit, vous l'avez terminé. Et moi, je dis, le salaud, il ne m'a pas édité. Parce qu'en fait, je pensais qu'il était quasiment l'éditeur de ces livres. Évidemment, l'édition, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, moi, j'étais furieux parce qu'il ne m'avait pas édité. Et lui, il me dit, c'est bien mon petit gars, il faut continuer. Allez, vas-y. Oui, on a vu la lettre qu'il vous écrit, signée d'Hergé. Donc, il lui dit, bon, il y a quelques petits défauts, mais vous avez quand même quelque chose, voilà, mon cher petit garçon. Voilà, exactement. Vous avez 14 ans. Bon. Mais c'est le fait que le dessin, on n'est jamais content de ce qu'on produit.
Et il y en a qui sont plus contents, comme Giraud. Il était là. Quand il dessinait, il faisait... Vraiment, il jouissait, quoi. Vraiment, c'était formidable. Et puis d'autres, moi, c'était... on recommence, ça va pas, et hop, on jette le papier et on recommence. Oui, oui. Et la première vocation, c'est votre marraine qui vous offre le Lotus bleu, Oui. Tintin. C'est ça qui déclenche tout. C'est sans faute. Incontestablement, je crois que je ne connaissais pas bien Tintin avant. Enfin, je connaissais pas. Il y avait très peu d'albums. C'était après la guerre, hein, ça, c'est 48, 49. Hein. Et donc... les albums, il n'y en avait pas des kilomètres comme maintenant. Et j'ai eu mon premier album de Tintin, le Lotus bleu, qui était une merveille et que j'ai encore. Si mes arrière-petits-enfants sont soigneux, peut-être qu'ils les auront, mais pour l'instant, les petits-enfants, simplement, l'ont un peu maltraité, je crois. Alors, pendant une alerte aérienne, pendant la guerre, vous rencontrez dans un sous-sol d'immeuble un monsieur qui s'appelle Pierre Christin. Ben, un monsieur qui était hein. le même âge que moi, c'est-à-dire Oui. 4 ans. On avait 4 ans et il habitait la maison d'à côté. Et comme tout le monde descendait dans les caves avec des bougies ou des lampes électriques, etc. Et ben, nous, les gamins, on était réveillés en pleine nuit, mais on jouait. On jouait ensemble. Et puis, je crois que j'ai dessiné, lui aussi. Et, enfin, qui sont les gamins de 4 ans qui ne dessinent pas? Et au fond de la cave, on dessinait. Déjà, évidemment. Et Mais avec lui, après, il a oui. laissé tomber très vite. C'est avec lui que vous allez donc créer Valérian. Mais il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est que vous allez faire de la pub. Vous allez vouloir être cow-boy. Oui, vous allez avoir ça pleine c'était... vie. Hein. Oui, mais ça, c'était parce que vous oubliez de dire que j'ai passé 2 ans et demi de service militaire avant. C'était l'Algérie. J'ai tiré sur personne, personne ne m'a tiré dessus. C'est déjà une grande chance. Mais j'ai tellement détesté mon service militaire qu'il fallait que je me rattrape après, puisque j'avais 20 ans. Et de 20 à 23 ans presque, j'ai passé habillé en kaki. Ça, j'ai pas aimé. Oui, vous préfériez le cow-boy. Alors, j'ai préféré. On vous voit d'ailleurs en photo. Ouais. Alors, vous allez partir aux États-Unis. Oui, alors ça se fait pas aussi. Oui. Non, je vais être cow-boy. Hein. Oui. Non, mais... Il fallait le chercher. Hein. Oui, mais enfin, vous allez faire vivre aux lecteurs de pilotes, à l'époque, votre passion pour le Far West. Oui, ça, c'est à mon retour. Quand je suis rentré, évidemment, je suis allé voir Goscinny et Charlier, puisque j'avais envoyé des premières bandes. J'avais pas d'argent pour pouvoir payer mon billet de retour. Donc, j'avais envoyé des petites histoires courtes à Giraud en lui disant « Montre ça dans un canard, ton pilote où tu commences à paraître Blueberry, parce que moi, je ne savais même pas ce que c'était que pilote. » Et finalement, ça s'est fait, et j'ai reçu mon chèque, finalement, pour pouvoir rentrer le dernier jour de mon dernier visa. Et finalement, après, je suis allé voir les gars de la rédaction, et là, ils m'ont dit bah, « c'est pas mal, c'est amusant. Refaites-nous encore autre chose. » Alors, j'ai fait grappillonner des tas de petites choses jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'avais envie, moi, de me lancer dans une longue série, etc. Et il me fallait un scénariste. Et c'était mon pote qui, lui, Christin, était prof d'université. Qui connaissait rien au scénario de BD. Hein. Qui a commencé vraiment les doigts dans le nez en disant je fais du scénario. Oui, maintenant, il travaille avec Bilal, avec tout le monde. Il a fait des créations magnifiques. Et il a été un très bon rénovateur du classicisme de la bande dessinée pour aller aborder des sujets politiques, etc. Oui, mais quand même, Mézières, quand un jour vous dites on va faire une série de science-fiction, ça ne s'était jamais fait. J'étais beaucoup plus prudent que ça. C'est-à-dire que j'ai dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Faire du western, il y avait déjà dans le pilote, il y avait Lucky Luke, Blueberry. Et Jerry Spring, enfin JG était un ami et tout, donc la place était vraiment prise et tout le monde faisait du western. Tout le monde, tous les canards faisaient du western, alors que la science-fiction, qui était des romans qu'on connaissait depuis la jeunesse, là c'était passionnant et on a dit essayons de faire
une histoire de science-fiction. Et la première histoire, elle se passe au Moyen-Âge parce que j'avais tellement peur d'affronter la création de toute la science-fiction. Donc là, on a commencé à faire... On est le 9 novembre 1967. Ça s'appelle les aventures de Valérian. Contre les mauvais rêves. Après, on a changé le titre en disant ça s'appelle Les mauvais rêves. Parce que contre les mauvais rêves, les gens commencent à dire que un agent intergalactique. Donc vous imaginez des choses absolument révolutionnaires à l'époque. Oui, mais c'était vu avec beaucoup de prudence. Je ne le montrais pas encore. Et c'est en avançant pas à pas qu'en disant la première page, quand Christin me dit. Première page, vue d'ensemble, Galaxity, capitale européenne, mondiale du futur, 28e siècle. Vas-y, Coco, marche. Mais oui, parce que là, vous vous êtes dit, moi, j'en ai marre de faire des petits scénarios à la petite semaine. Je veux me lancer dans la grande aventure de la BD, parce que la BD faisait sa révolution. Oui, enfin, on a commencé vraiment à craquer la première allumette nous-mêmes, parce que c'était la première fois qu'on a dessiné une fille dans la BD francophone. Laure Lynn. Laure Lynn, qui d'ailleurs est à 2000 ou 2500 Laure Lynn maintenant en France, facile, et qui était un prénom inconnu, et enfin qu'on a créé, et là-dessus... je crois que les lecteurs nous ont été éternellement reconnaissants. Oui. Et c'est absolument incroyable le succès, évidemment, de Valérian, traduit dans une vingtaine de langues, partout, et qui finalement, excite l'imaginaire des jeunes. Des jeunes et des moins jeunes. Oui, même des gens de cinéma. Oui. Star Wars a beaucoup regardé Valérian. Comment ça? Ils vous ont piqué des trucs? George Lucas. Je n'en sais rien, il ne me l'a jamais dit. J'aurais aimé qu'il me dise, cher ami, je vous ai emprunté quelques trucs. Mais vous avez reconnu des trucs à vous? Ah oui. J'ai fait un comparatif, enfin ça c'est de la vieille histoire. Ça fait 40 ans, alors maintenant je suis blindé, mais quand on emprunte la bagnole d'un copain, on dit, tiens, je t'ai refait le plein d'essence, merci beaucoup. Lui, il aurait pu mettre le plein d'essence. Non, même pas. Il m'a même pas dit merci. Oui. Mais comment ça vient l'imaginaire de ces mondes-là? Comment vous dessinez ces histoires absolument incroyables? Et comment vous l'imaginez finalement, ce futur? Écoutez, j'en sais rien. C'est dans le fond de mon encrier et c'est en trempant mon porte-plume ou mon pinceau dans mon encrier que je le trouve, la solution. Parce que je ne sais pas. Au début, quand je lis un scénario dont on n'a pas beaucoup parlé déjà avec Pierre Christin, c'est une grande vision, oui, d'accord, oui, et que je me retrouve tout seul chez moi, et bien voilà, et on trouve. On trouve pas, ou on fait semblant, on symbolise. Tout ça, c'est l'art de parler et l'art de montrer les choses. Et je crois que j'ai trouvé des petites choses, mais tout le monde a trouvé des idées. Simplement, à un moment, il faut dire, je l'affirme. Et on peut rentrer dans la nef comme ça, parce que s'il grimpe des échelles pour monter dans une fusée, c'est emmerdant, parce qu'il faut descendre à terre et remonter comme Tintin. Là, ça va pas, un peu pas vite. Alors qu'eux, ils envoient une porte directement derrière le jardin. Là. Vous pouvez donner des idées aux gens à la NASA ou non? Est-ce que le futur vous donne raison depuis qu'a été créé Valérian? J'en sais rien. J'ai simplement rencontré une fois l'astronome français dont on parle beaucoup en ce moment, Thomas parce qu'il est Pesquet. inventé. Thomas Pesquet, je lui ai dit, vous savez, je trouve qu'avant d'aller partir et explorer vers les grandes planètes, ça serait bien de faire un petit coup de ménage un peu d'abord sur la Terre avant. Oui, ça c'est vrai, oui. Mais quand je repense quand même aux gamins, vous étiez un peu, irrévérencieux quand vous vous amusez à dessiner un Tintin en Californie. C'est-à-dire, vous faites un Tintin musclore en Californie. Oui. Heureusement qu'Hergé n'a jamais vu ça, parce que ça aurait pu être votre ami. Hein. Oui, non, mais là, j'ai jamais rencontré. Oui. Je ne l'ai jamais rencontré dans toute ma carrière. J'avais eu l'occasion, le pauvre vieux. Et puis, mais c'était parce que je mélangeais déjà deux choses que j'aimais bien. Il y avait Uderzo, le jeune Uderzo, qui avait 17-18 ans et qui publiait sa première BD dans Hockey Magazine, un journal qui a disparu, bien sûr, depuis très longtemps.
Et il dessinait l'histoire d'un gros costaud, mais pas un gros costaud, Un ancêtre un grand d'Obélix. costaud. Non, un vrai athlète. Et bon, ben, je dessinais, et puis j'ai dessiné mon Tintin comme ça. Quelle responsabilité, j'allais pas me dire, ah, non, c'est vrai, il est plus maigre, il est plus lourd. Mais non, on s'en fout. Ça me plaisait de dessiner comme ça, et c'était pas voué à la publication. Oui, oui, heureusement. Alors, vous allez participer à des projets comme Lille, par exemple, capitale européenne de la culture. Vous imaginez finalement des décors, vous allez au-delà du dessin finalement, Jean-Claude Mézières. Ce qui est amusant, moi j'aime bien, c'est pour ça que je ne suis pas un dessinateur prolifique. J'ai fait quand même 25 albums, c'est déjà pas mal, mais il y a des dessinateurs qui n'arrêtent pas de dessiner. Moi, je souffre un peu quand je dessine, puis quand j'ai terminé, ça, je suis content, mais j'aime bien faire autre chose. Et notamment vers le cinéma, puisque j'ai eu la chance d'être appelé pour travailler pour différents films, petits films qui ont plus ou moins marché, des fois d'autres n'ont pas marché du tout. Et il n'y a que mes croquis qui existent sur la réalisation de ce film. Mais faire autre chose, et c'est passionnant de dire, ben moi voilà, c'est comme ça que je vois l'univers. Pour le 5e élément, par exemple, où j'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai travaillé pendant quasiment un an et demi, étalé, mais et donc lancer quelque chose qui dit. Puis je dis tiens, les taxis, bah oui, je te les mets. C'est ça. Ah, c'est bien, ça te plaît? Ah bah tu veux encore plus de taxis? Ah bah je viens. Puis le métro, puis les métros qui descendent comme ça, qui reviennent. Donc tout ça, c'est la proposition. Pour dire, Oui. mais serre-toi. Non, mais parce que je repense quand même au gamin que vous avez été, Jean-Claude Mézières. Vous êtes encore, d'ailleurs, un peu quand même, au fond, heureusement. Vieux gamin. Quand vous avez commencé, évidemment, c'était le journal de Tintin. Puis un jour, vous découvrez Spirou. Et là, tout change. C'est la révolution, le choc entre Tintin et Spirou. Et entre Hergé et Franquin. L'humour, voilà. Oui. L'humour, déjà un peu ricanant doucement, parce que c'était pas Gaston tout de suite, c'était Spirou, donc c'était encore très drôle et très parodique. Mais Gaston est paru dans le journal Spirou au moment où je suis parti jouer le Bidas. Ouais. Alors donc là, j'ai mais pas Franquin, vu... on voit en photo, quel personnage merveilleux était Franquin. Et lui, enfin je l'ai assez connu plusieurs fois, j'étais le voir pour lui montrer mes dessins, pour le plaisir de dire qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Et heureusement qu'il disait ah bah c'est tout pas mal. Puis d'autres, par exemple J.G., qui est un très grand dessinateur de western et d'humour, eh bien que j'ai beaucoup connu après. Il me dit, je me souviens pas de toi la première fois parce que j'étais venu avec Giraud, qui avait montré ses dessins. Alors ça, il s'en rappelait parfaitement bien, et les miens, pas du tout. Il faut savoir affronter l'adversité. Oui, mais vous avez fait les Arzas. Hein, oui. Les Arzas. Les Arts appliqués à Paris, qui est une école donc technique qui continue d'ailleurs, qui s'appelle maintenant Lisa, je crois. Oui, comme Giraud. Comme Giraud et camarade de classe. Tiens, tu dessines toi aussi. Ah, c'est pas mal, merde. Mais pourquoi, je veux dire, gamin, vous aviez toujours un stylo, un crayon, il fallait dessiner. Oui, vous savez, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de journaux avec beaucoup d'images, etc. Et les journaux sérieux n'avaient pas d'images, surtout pas d'images. Et simplement, dessiner était la manière la plus accessible, la plus économique. Parce qu'on n'avait pas d'argent, parce que ça se faisait pas. Et donc dessiner, moi je dessinais pas sur les murs de la maison, ni de la grotte. Je faisais des petits dessins sur des feuilles de papier. Oui. Et c'était pas vu bien, parce que les profs détestaient, les profs de dessin détestaient qu'on fasse des petits personnages, des cow-boys, des chevaux. Et un prof de dessin qui disait à Giraud, mais quel dommage que vous fassiez des bêtises pareilles pour les débiles mentaux avec le talent que vous avez. Ça, c'est extraordinaire. L'anecdote est géniale. Je jure que le pauvre professeur doit se retourner encore dans sa tombe quand j'en parle. Oui, oui, mais quand je disais tout à l'heure, cherchez le mot, vous êtes un garnement.
Jean-Claude, vous êtes un peu un garnement. Vous faites ce qui... Voilà. Non, parce que dans la bande dessinée, j'ai jamais passé du côté noir de Bête et Méchant. Oui. Enfin, il y a quelques dessins sexy de Laureline Oui, publiés dans Playboy. Hein. C'est pour faire plaisir, oui. Oui. Playboy, en plus, c'était quand même une commande. Là, c'était carrément une obligation. Mais elle est mignonne, mais Laureline, elle est pas... Mais le plaisir de dessiner une très jolie fille, je ne suis pas pour faire une bimbo tout le temps. Et ça, je crois que ce qui était intéressant, c'était l'alliance, encore une fois, du scénariste et du dessinateur pour dire les rapports du couple. On va faire quelque chose où la fille est tellement plus maligne que l'autre, qui est un peu service. Valérian, il n'est pas toujours calé. Mais un faire-valoir... J'ai trouvé l'autre jour une image où simplement il y a un geste que Valérien va faire pour sauver le petit Califon, ça. Et il dit non, et Laureline dit si. On peut dire Hergé, Tintin, c'était la même chose. Vous et Valérian, vous seriez prêt à être Valérian, là, chevalier des astres? Je suis un petit peu vieux, là, maintenant, quand même, vous savez, doucement. Bah, votre personnage, c'est un peu vous, quand même. Oui, le côté pas fiero, oui. Alors qu'elle, la Laureline, elle est vraiment tout à fait volontaire. Non, elle a la tête qui fonctionne. Elle a non seulement des très jolies fesses, mais aussi la tête qui fonctionne très très bien. On voit la photo d'Hergé derrière, là. Quand même, c'est par lui, hein. Par le premier album, par le Lotus Bleu, par tout ça. Oui, c'est le rêve de 7 à 77 ans. Ça vient de là, au fond. Mais j'ai dépassé les 77 ans depuis longtemps. Mais vous rêvez encore. Oui, vous êtes les jeunes de 7 à 77 ans, vous l'êtes encore. Oui, mais maintenant, ça va bientôt être 87. Alors, on va changer le truc. Les jeunes de 7 à 87 ans. Voilà, exactement. Hein, ça sera mieux. Laissez-moi encore un peu de rab. C'est L'Art de Mézières. C'est un livre absolument formidable avec vraiment beaucoup de choses. Tant de dessins, tant de passion, tant de joie. Et aussi une approche du dessin avec des agrandissements de cases. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ça a été une proposition qui me plaisait parce que c'est pas une répétition des pages et des pages et des pages de BD. Les gens ont les albums ou ils les ont pas. Mais là, on zoome. C'est vraiment une vue de caméraman de rentrer dans l'image, d'isoler des détails et montrer le trait tel qu'il est vivant et spontané. Merci. Jean-Claude Mézières était notre aussi. invité. Merci beaucoup, Jean-Claude Mézières.